Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette review du chapitre 4 de The Mandalorian, la saison 1. Je suis encore une fois avec The Max Rebo Collection qui m'accompagne pour ces reviews. Et je t'accompagnerai jusqu'au bout de la saison. C'est super. Et la prochaine ? Et la prochaine. Et la prochaine, voilà, ça tombe bien. Donc ce chapitre 4 a été réalisé par Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard, qu'on connaît... pour être le réalisateur de Solo. C'est ça, et de bien d'autres films quand même assez connus. Et Bryce Dallas Howard, on l'a vu récemment par exemple dans les films Jurassic World. On l'a Claire, vu... ouais, le personnage principal féminin de la saga. C'est ça, et on l'a vu dans d'autres films aussi hollywoodiens, un film de Night Shyamalan par exemple. Enfin, il y a pas mal de... elle a fait... La fille de l'eau, ouais. Elle a eu une carrière d'acting, on va dire. Et elle a à son actif quelques réalisations, il me semble, et du coup, ça fait partie du coup de ces réalisations-là. Donc cet épisode, ce chapitre 4 de The Mandalorian. Alors, comme d'habitude, on va commencer par faire une partie sans spoiler, pour décrire un petit peu l'intrigue très rapidement de l'épisode. On va donner notre avis assez succinct là-dessus. Ouais. Et on va continuer avec une partie, avec spoilers évidemment, pour raconter en détail notre avis et le résumé de l'épisode. Donc ce chapitre 4 commence par l'attaque d'un village sur la planète Sorgan, où on voit des pirates clatoïniens attaquer un village de pêcheurs, on va dire, puisqu'ils pêchent une sorte d'espèce de crevette bleue. Et on voit qu'il y a deux personnages, donc une mère et sa fille, qui parviennent à échapper à l'assaut des pirates clatoïniens en se cachant... Et d'un monstre mystérieux. On ne sait pas exactement ce que c'est, il y a une attaque qui a l'air imposante et dangereuse de la part de ces pirates-là. Et donc ces deux personnages, il y a la mère et sa fille. La mère s'appelle Omera d'ailleurs. Elles arrivent à échapper en se cachant sous une sorte de panier en osier. Elles arrivent à... Il y a des sortes de bassins d'eau dans lesquels ils mettent les... Ils cultivent leurs crevettes. C'est ça, et du coup elles se cachent sous un panier là-dessus, elles arrivent à échapper à l'attaque. C'est ça. Et en fait, c'est sur cette planète-là que le Mandalorien va tenter de se cacher suite aux événements des 3 premiers chapitres et faire la connaissance d'un nouveau personnage et... voir ce qui va se passer justement sur cette planète-là. On va pas forcément en dire plus pour cette partie sans spoil, mais voilà. On traite vraiment de la suite de cette introduction à la saison 1, on va dire. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé dans ces 3 premiers chapitres, le Mandalorien va tenter de faire profil bas, on va dire, pour échapper aux chasseurs de primes de la guilde. Voilà, parce que c'est l'élément de contexte finalement qui impacte cet épisode, c'est qu'il s'enfuit, maintenant il faut se cacher et trouver clairement un sanctuaire, et c'est sur cette planète qu'ils vont trouver refuge. C'est ça, d'où le titre de l'épisode du coup évidemment. Le sanctuaire. Sorte de refuge qu'ils chercheraient justement pour échapper à toutes ces menaces. Donc là c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour une partie sans spoil sur le résumé de l'épisode. On va parler rapidement de notre avis global dessus. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode-là ? Alors c'est, on va dire, le premier épisode qui est un peu stand-alone, où on n'est pas clairement sur le fil rouge de la saison. La première fois que je l'avais vu, je dois dire que justement j'avais été un peu déçu en le voyant, peut-être parce que le 3e épisode était vraiment un épisode où il se passait plein de choses, il y avait plein d'actions, des scènes assez impressionnantes. Et là, voilà, visuellement, il y avait des trucs qui m'avaient plu, d'autres un peu moins, notamment avec la bataille finale, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient de nuit, donc on n'arrivait pas trop à discerner les choses, on n'arrivait pas trop à discerner, et aussi un sentiment de scénario un peu revu, voilà. Un peu convenu. Alors après, je dois dire qu'en revoyant 2-3 fois l'épisode, entre-temps, je l'apprécie mieux parce que il introduit aussi de nouveaux personnages, il introduit une nouvelle facette dans du personnage principal. C'est un épisode justement qui prend un peu plus son temps de construire les relations entre toujours le Mando et l'enfant, le Mando et Omera, le Mando et le personnage donc
Cara Dune qui est introduit dans cet épisode. Et effectivement, il y a plus d'interactions, il y a plus de choses intéressantes de ce côté-là, même si la structure de l'épisode est assez vue et revue dans les séries SF. C'est un scénario de Kurosawa qui a déjà été assaisonné à la sauce Star Wars dans Clone Wars. Déjà, ouais. Donc, voilà, c'est ce côté finalement qui manque de surprise et on est en terrain bien balisé, donc qui fait que cet épisode m'a un chouïa moins plu que le premier arc, mais voilà, ça reste quand même bien fichu toujours et sympathique. Après moi, ce que j'avais un petit peu, on est à peu près du même avis sur cet épisode-là en gros. Je te rejoins un peu sur l'idée de l'histoire un peu vue et revue. Je trouve que ça, c'est pas forcément un si gros problème que ça quand tu vois l'épisode. Mais c'est vrai que d'autant plus que c'est un trope, on va dire, de ce genre de série, comme tu dis. Même on est vraiment clairement dans les 7 samouraïs, c'est ça, de Akira Kurosawa. On est vraiment dans ce type d'histoire, on va dire. Mais après, je trouve quand même que c'est un épisode qui est très appréciable à regarder. Il y a pas mal de notes d'humour qui sont très très sympathiques, je trouve. Notamment vraiment un développement du duo Mandalorien et l'enfant qui est vraiment très drôle, plus drôle même que dans les épisodes d'avant. Ouais, clairement. Le niveau de mignonnerie du child atteint là son maximum. Là, la plupart des mèmes viennent de cet épisode. C'est ça, là vraiment, ça éclate au niveau mignonnerie, on est d'accord. Donc après, j'ai trouvé quand même que c'était un épisode sympa à regarder. Visuellement, il est assez bien réussi. Il y a tout un traitement, alors je ne vais pas en dire plus par rapport... je ne vais pas donner plus de détails que ça, mais il y a tout un traitement de quelque chose qu'on connaît très bien de l'univers Star Wars, qui est très différent, je trouve, de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et qui a un traitement très intéressant et réminiscent d'autres trucs. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très nouveau, c'est une nouvelle vision de cet élément très connu de Star Wars, et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à voir, et qui est pas mal géré, qui rentre très très bien, moi je trouve. Ouais. Mais ça, on en donnera un petit peu plus de détails dans la partie avec spoilers. Donc, je pense justement qu'on peut y passer. Donc là, à partir de maintenant, soit vous avez vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé sur l'histoire de ce chapitre 4. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, ce chapitre 4 commence par l'attaque du village d'Omera par des pirates clatoïniens, du coup. C'est une espèce d'ailleurs qu'on a déjà vue dans l'épisode 6. Oui. C'est l'espèce de Barada. Ouais, c'est ça. Que tu connais bien, parce que c'est la figurine avec la barge, c'est ça? Oui, c'est l'une des figurines, l'une des nombreuses figurines qui apparaissent sur la barge de Jabba, sur le Ketana. Donc après cette introduction, on retrouve le Mandalorien et l'enfant. Ils sont dans le cockpit du Razor Crest. Ouais. Et il y a cette scène assez marrante avec l'enfant qui essaye d'allumer à chaque fois un petit bouton, alors que le Mando veut qu'il touche à rien dans le cockpit, ce qui est normal, parce qu'il y connaît rien, quoi. Donc c'est une scène assez marrante qui met d'entrée de jeu, je trouve. Ça y est, là ils sont ensemble, il a récupéré l'enfant, il est avec lui, et maintenant on s'en sert un peu comme un duo comique, sans non plus ridiculiser le Mandalorien. C'est ça qui est bien. On ne tombe pas dans un running gag un peu exaspérant non plus, mais il y a des petites touches un peu d'humour comme ça qui sont assez bienvenues, je trouve. Non, parce que il y a 3-4 scénettes comme ça durant tout l'épisode. Ouais. Et clairement, là d'emblée, on nous montre que le Mando s'est attaché au Child et que il y tient et que maintenant on ne peut plus imaginer la série sans leur duo, quoi. Et du coup, ils sont en train de se rendre sur une planète, donc la planète Sorgan, ça tombe bien, c'est la même que celle du début. Pour faire profil bas, on va dire, pour échapper aux chasseurs de primes qui sont encore aux trousses de l'enfant. Il se trouve qu'ils arrivent à côté d'une petite taverne, si je me souviens bien, une petite cantina, on va dire. Et c'est dans cette cantina, donc on voit d'ailleurs un Lotcat dans cette cantina-là, la première fois qu'on voit en live. Un Lotcat et qui est très réussi visuellement d'ailleurs. Ça. Donc une référence à Star Wars Rebels dans cet épisode, donc on sait... aussi à quel point Dave Filoni s'est investi dans la série. C'est assez marrant de faire une petite référence à Rebels, donc la série d'animation, en intégrant un Lothcat, donc les créatures qui proviennent de Lothal, donc la planète de départ de Star Wars Rebels. Donc dans cette cantina, c'est là qu'on voit pour la première fois Cara Dune. Oui. On l'aperçoit de loin et
on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas très très bien dans cette scène-là, puisque Mando suspecte que elle est peut-être là pour retrouver l'enfant, peut-être qu'elle fait partie des chasseurs de primes qui sont à ses trousses, et on se rend compte aussi que de son côté à elle, on en apprend un petit peu plus sur son passé plus tard, mais le Mandalorien pourrait être quelqu'un qui en voudrait à sa personne, on va dire. Donc les deux se craignent, on va dire, à ce moment-là. Ah ben clairement, il y a encore, on file à chaque fois le western, hein. Il y a clairement un échange de regards qui dit que là, voilà, le Mando est rentré dans le saloon. C'est ça. Clairement, il y a une tension entre les deux. Est-ce qu'il vient me tuer ? Est-ce qu'elle est là pour l'enfant ou pour me tuer ? C'est enfin, voilà, il y a clairement une tension et entre les deux, il va y avoir des étincelles. C'est ça. Alors du coup, le truc, c'est qu'ils prennent commande rapidement, il prend une soupe ou je sais pas quoi pour l'enfant, et il se rend compte que ce personnage-là, cette femme, elle est sortie. Il la voit d'un seul coup, elle est plus à sa place. Il décide de sortir la cantina pour s'attaquer à elle, en fait, et en gros, il y a un combat qui commence entre les deux, et un combat qui semble assez équilibré, puisqu'il n'y en a pas un qui semble dominer l'autre, ils sont dans un... elle est aussi badass que lui. Hein, c'est ça, en gros, il n'y a pas un personnage qui est mieux que l'autre, donc ils sont un peu dans un combat d'égal à égal, on va dire, et ils se tiennent en joue à la toute fin, l'un comme l'autre, et ce combat, et je te vois rire déjà, c'est normal, le combat est interrompu par l'enfant qui est arrivé avec son petit bol de soupe en train de... c'est ça, de siroter sa soupe en voyant les deux se battre, et c'est ça qui met un terme en fait à cette confrontation. Donc là, suite à ça, on apprend un petit peu plus de détails sur Cara Dune. On apprend que c'était une ancienne rebelle. Un shock trooper. C'est ça. Donc quelqu'un d'assez compétent, on va dire, au niveau combat, etc. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans le combat d'avant. Et elle lui fait quand même facilement comprendre qu'elle a choisi ce monde-là pour disparaître aussi. Donc on est dans un monde qui a l'air très très peu peuplé quand même. Oui, clairement, on voit que c'est une planète de fermiers avec des petits îlots, des mini-villes. Enfin, ils vivent plus même dans des espèces de huttes, cabanes, de tentes, des cabanes, Donc clairement un monde où il fait bon vivre, mais où surtout il fait bon disparaître. Donc, c'est ça. On voit que tous les deux sont attirés par justement la discrétion qu'offre cette planète, quoi. C'est ça. Donc là, le truc, c'est que Cara Dune lui fait comprendre carrément. Écoute, moi je suis là déjà pour me cacher, si tu viens aussi en même temps, ça risque de causer quelques ennuis, quoi. Donc le truc, c'est que cette possibilité de se cacher sur cette planète-là est quand même un peu mise à mal pour le Mando et l'enfant. Et, la place est déjà prise. La place est déjà prise, c'est exactement ça. Et ensuite, on voit le Mandalorien qui retourne à son vaisseau, si je me souviens bien. Il se fait accoster par deux fermiers, deux pêcheurs du village d'Omera, alors qui n'est pas exactement au même endroit que la cantina. C'est deux endroits qui sont séparés, mais on suppose qu'ils ne sont pas forcément très très loin, puisqu'ils y vont en assez peu de temps, on va dire. Mais il y a deux de ces villageois qui viennent voir le Mandalorien et qui lui demandent ses services. Ils arrivent en lui proposant de le payer pour défendre leur village des attaques de pirates. Et là commencent les 7 samouraïs. Exactement. Et alors vu qu'il y a Cara Dune présente sur la planète également, il y a le Mandalorien qui fait appel à ses services pour l'aider justement pour défendre ce village-là. Ils se rendent tous les trois, donc avec l'enfant, dans le village de Omera. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit un petit peu la même chose que dans les 7 samouraïs et que dans l'épisode de The Clone Wars dont on parlait tout à l'heure. Donc ce qui se passe, c'est que Cara Dune et le Mandalorien échafaudent un plan. Ils vont attaquer de front l'avant-poste des pirates à côté du village pour les inciter à attaquer le village en fait, en gros, et à sortir toutes leurs forces pour pouvoir les attaquer. Et parallèlement à ça, j'allais dire, tu vois aussi qu'il y a un autre aspect, c'est le fait que l'enfant s'intègre très bien à cette vie tranquille. Il devient toute une communauté d'enfants aussi. Voilà, la coqueluche des enfants. Il se fait adopter, quoi. Il se fait adopter. Il est trop mignon. Il les amuse quand il cherche à gober une grenouille. Voilà, grosso modo, il devient la star du village. La série, hein. Pas que de la série, mais en tout cas du village et tout ça. Et que
grosso modo, cette tranquillité, voilà, c'est un monde, entre guillemets, qui est clairement plus fait pour un enfant Oui. qu'une vie de chasseur de primes. Toujours être entre planètes. Voilà, et toujours être en fuite C'est ça. pour chasser, alors que là, justement, il a ce havre de paix. Pourrait vivre une vie d'enfant normale, on va Voilà. dire, en toute sécurité, quoi. En toute sécurité. Donc du coup, après avoir un petit peu interagi avec les gens du village, c'est vrai qu'il y a tout ce passage aussi avec Omera entre le Mandalorien et elle, où il parle un petit peu justement du fait de garder son casque, de jamais révéler son visage à quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est pas mal intéressant aussi ces échanges-là. Et d'ailleurs, gros spoiler, le Mando enlève Ouais. son casque C'est ça. Il enlève, alors pour manger évidemment, pour manger. Personne bien. ne le voit, mais... personne ne le voit, mais il l'enlève en tout cas. Mais il respecte la voix des Mandaloriens en ne montrant pas son visage à quelqu'un d'autre du coup. Ensuite, on voit le Mandalorien et Cara Dune qui échafaudent leur plan. Ils vont s'attaquer à l'avant-poste des pirates pour, on va dire, les provoquer. Ouais. Et justement, avant d'avoir planifié ce plan-là, ils se sont rendus compte que les pirates avaient un AT-ST, donc un marcheur de l'Empire, qui reconnaissent avec des traces de pas, on va dire, si je puis dire, dans la forêt, qui rappelle d'ailleurs un peu... Une empreinte de T-Rex. C'est ça, hein, on va y revenir un petit peu dans la suite, mais vraiment, il y a une sorte de comparaison, en fait, une utilisation de la TST un peu comme une sorte de le monstre du film, quoi, le monstre de l'épisode, qui est vraiment comme une bête, en fait. Il y a les traces de pas. C'est clairement pas un véhicule comme on les a vus jusqu'à présent, mais là, c'est une créature, la dimension animale de la TST est vachement mise en avant et sert, comme tu dis, c'est le monstre de la forêt, quoi. Ah, c'est ça, et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on voit sur toute la bataille de fin, c'est un truc, mais en plus, cet AT-ST là, ils y ont mis une lumière rouge à l'intérieur de l'habitacle qui rend des yeux rouges. Comme si c'était une bête assoiffée de sang. Enfin, ça fait un truc vraiment monstrueux, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que je disais dans la partie sans spoil. C'est vraiment, par exemple, le marcheur AT-ST, ça fait partie des trucs de base qu'on connaît de Star Wars. C'est des marcheurs très connus de l'épisode 6. C'est quelque chose de commun pour nous. Et on l'a très 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 rarement vu, je trouve, comme quelque chose de menaçant. Parce que dans l'épisode 6, ils arrivent à s'en débarrasser d'une façon un peu facile, on va dire, avec les Ewoks, les troncs d'arbres, etc. C'est des peluches qui les... C'est ça. Donc le côté menaçant des AT-ST dans les films n'est pas forcément très très présent. Et là, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu cet épisode-là, je me suis dit, alors là, vraiment, l'AT-ST, là, il fait peur, quoi. C'est pour ça que quand je te disais qu'au premier visionnage j'avais été un peu déçu parce que je me disais voilà, ils ont tourné des scènes de nuit, c'est peut-être par manque de budget, comme ça on monte pas trop la TST, enfin, et peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a peut-être un peu de ça, mais d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans certains films des fois le manque de budget amène à certaines choses de mise en scène assez astucieuses et pas mal réfléchies, mais... Et là, effectivement, justement, c'est compensé par cette ambiance qu'ils vont réussir à créer, cette animalité de la TST, toute cette attaque finale où, effectivement, oui, comme tu dis, clairement, la TST est plus menaçant que jamais. Et donc, c'est vrai que voilà, toute cette dimension est assez... on se rend compte que la bête de guerre sympa, que c'est, quoi. Et après, du coup, le plan, en gros, c'est d'attirer la TST dans les sortes de bassins d'eau qu'ils utilisent pour élever, du coup, leurs crevettes, là. Et en gros, la bataille se déroule... Du coup, la bataille commence, il y a le marcheur qui progresse lentement vers le village. Alors d'ailleurs, rien que le bruit des pas du truc, mais c'est un machin impressionnant, quoi. Tu entends les bruits, tu fais, il n'y a pas moyen de ne pas avoir peur de ce truc, quoi. Oui. Et il progresse justement jusqu'au bassin, il s'arrête juste avant, parce qu'en fait, le plan, c'était qu'il tombe... qui mettent un pied, en fait, on va dire, dans un de ces bassins-là et que il se casse la gueule. Ah oui, mais il faut créer du suspense, donc le plan ne peut pas se dérouler parfaitement, quoi. Ah non, c'est ça. Du coup, le truc, c'est qu'ils arrivent quand même finalement à s'en débarrasser. Alors, si je me souviens bien, il y a Cara Dune qui chope le fusil du Mandalorien.
qui arrive à décocher un tir dans l'habitacle. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, c'est vraiment traité comme une sorte de monstre ou un animal parce qu'en fait, elle tire dans l'œil. Oui, pour aveugler la bête, quoi. C'est ça, hein, et du coup, techniquement, bon, là, en termes techniques Star Wars, elle a tiré dans l'habitacle et du coup, ça a causé des malfonctions à l'intérieur, tu vois, mais il y a un peu ce côté symbolique du j'ai tiré dans l'œil, on a aveuglé, quoi, hein, comme tu dis, on a aveuglé la bête, en fait. Mais clairement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette bestiole, c'est un T-Rex, quoi. Ouais. Ce plan. Alors, c'est marrant que ce soit Bryce Dallas Howard. Hein. Oui, parce que ça rappelle presque la scène de fin de Jurassic World quand le personnage de Claire libère le T-Rex avec cette lumière rouge, cette bête qui évolue. Ambiance de nuit, du rouge. Dans les ténèbres et qui passe à l'attaque. Donc, non, puis justement, en plus, aussi le marcheur bipède. Avec le bruit que ça fait, le bruit des pas qui résonnent, qui machin. C'est vrai que c'est vraiment très très T-Rex, quoi, au final. C'est ça qui est assez marrant avec cet épisode-là. Et du coup, elle arrive à tirer dedans, elle arrive à créer une sorte de malfonction sur le truc. Elle le fait chuter. Elle le fait chuter, c'est ça. Et le Mando, il arrive à finir le Walker en balançant une grenade, un détonateur thermique à l'intérieur. Et il finit par exploser. Et au final, la destruction de leur marcheur pousse les Clatoïniens à laisser les villageois tranquilles, en fait. Sachant que les villageois se sont bien défendus et c'est que ça. leur parce que pendant ce temps-là, claire, c'est ça. Pendant ce temps-là, il y avait quand même des pirates qui étaient en train d'attaquer le village aussi, en même temps que le marcheur. Sinon c'est trop facile. Donc l'attaque des pirates a été repoussée par les villageois et avec l'aide de Cara Dune et du Mandalorien. Et du coup, après cette bataille-là, il y a vraiment l'idée que ce village-là pourrait être une sorte de sanctuaire, hein, ce qui donne un peu le titre de l'épisode, pourrait être un sanctuaire pour le Mandalorien, pour Cara Dune et pour l'enfant surtout. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il s'est très très bien intégré avec les enfants du village et tout ça. Et c'est une vie qui correspond plus à un enfant, quoi, comme lui. Et effectivement, c'est entre guillemets l'idée du Mandalorien de le laisser là, parce que on peut, vu l'alchimie aussi qui l'unit à Omera, se dire que lui aussi serait peut-être tenté de rester, mais que ça pourrait même, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans les séries ou des films des fois, comme le début d'une idylle ou un truc comme ça. Ouais, clairement. D'ailleurs, c'est Cara Dune ce qu'elle dit. Hein. Ouais. Tu pourrais te mettre avec. Voilà, et prendre ta retraite ici et tout ça. Mais bon, après lui, il sait que, entre guillemets, son code d'honneur, sa vie de chasseur de primes, finalement, fait que pour lui, c'est une vie dont il ne peut que rêver et que jamais il peut pas abandonner. Droit, quoi. C'est ça. Mais par contre, le truc, c'est que le Mandalorien dit que c'est pas quelque chose qui lui correspond, mais par contre, c'est quelque chose qui correspondra à l'enfant. Et lui, ce qu'il se dit, c'est que lui va partir, mais l'enfant va rester là. Voilà. Donc il prend la décision de lui partir et de laisser l'enfant du coup en sécurité à cet endroit-là. Sauf que, tout ne se passe pas comme prévu évidemment. Avant que le Mandalorien reparte, il y a un chasseur de primes qui débarque, qui manque de tuer l'enfant, mais qui se fait descendre in extremis par Cara Dune. Ouais. Et du coup le Mandalorien se rend compte qu'il y a encore des chasseurs de primes et qu'ils ont réussi à le trouver sur Sorgan. Donc en gros, s'il laisse l'enfant va finir par mourir et il n'a pas d'autre choix que de l'emmener avec lui. Et conclusion, il n'y a aucun sanctuaire et effectivement le duo ne va pas pouvoir être brisé. Ou peut-être que justement ça sera entre guillemets après le fil rouge de la saison 1, de la saison 2, hein, ça va être de trouver vraiment un endroit où, entre guillemets, l'enfant va pouvoir peut-être avoir sa vie d'enfant, ou peut-être plus trouver le monde auquel il appartient vraiment, et où il sera en totale sécurité. Un monde de Yoda. Un monde de Yoda. Après, c'est vrai que là, du coup, cette tentative de trouver ce havre de paix, qui aurait pu très très bien marcher, en plus, hein, c'est une super planète, c'est très calme, les gens sont très accueillants et tout ça, mais du coup, il se rend compte que c'est pas possible, en fait, ça marchera pas. Ce serait bien pour l'enfant, mais s'il le laisse tout seul, il va finir par mourir, quoi. Un des chasseurs de primes le chopera, vivant ou mort, et l'amènera aux impériaux, quoi. Donc il se résigne à l'emmener avec lui, quoi. Et c'est comme ça que se finit cet épisode. Non, c'est vrai que revoir cet épisode, ça me fait prendre conscience, aussi de ces points positifs, l'introduction du personnage de Cara Dune, qui est un personnage très intéressant. Voilà, qui est
qui a son background assez intéressant sur effectivement toujours d'un monde après aussi, après la chute de l'Empire. Et ça, pour ça, les Clatoïniens sont aussi intéressants de voir que finalement les armes impériales, les anciens vaisseaux sont recyclés. Et justement, les pirates s'en emparent, et donc on imagine qu'il doit y avoir tout un tas de marchés noirs et de factions qui s'alimentent des vestiges de l'Empire. Donc surtout il y a toute cette mythologie importante, encore une fois. Ouais, c'est ça. Et l'armée impériale, elle est tellement vaste aussi que c'est impossible de se dire qu'il n'y a pas un véhicule, un chasseur, quelque chose qui soit récupéré par des pirates, surtout si l'Empire s'est complètement cassé la gueule. C'est tout à fait logique de trouver ça, quoi. Et par contre, le truc, c'est que ce qui est intéressant, quand même, c'est la TST et pas... c'est pas la TST classique, on va dire. Ils l'ont customisé. Hein. C'est ça, il a été repeint. On peut le voir sur le modèle Lego et le modèle Hasbro, hein, si je me souviens bien. Ouais. Il est peint en marron, en rouge, c'est ça, avec des marques blanches aussi. Donc il a un style très très particulier et qui montre bien justement la récupération par des pirates, et c'est assez sympa à voir aussi. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est que au premier visionnage, pour moi c'était un épisode standalone, et finalement quand tu le revois, ça l'est moins. Bon, il y a la fin qui relance clairement l'intrigue, mais il y a aussi finalement une solution apportée un dilemme au dilemme. Hein. Ils peuvent pas rester ensemble, mais finalement ce que tu vois au travers de ces petites scénettes comiques, c'est la construction de ce duo. Et finalement grosso modo, c'est vrai qu'il fallait répondre à une question assez rapidement. On n'emmène pas un enfant dans une vie de chasseur de primes, mais grosso modo, il n'y a pas le choix. Et donc, ça justifie en fait ce choix-là, quoi. Ouais. Et effectivement, comme ça, une fois qu'on a traité cette question, on peut passer à autre chose. Et pas épisode standalone, parce qu'il continue à présenter donc les persos secondaires qu'on va voir après, qu'on va revoir au travers par Cara Dune par exemple. Cara Dune, hein, qui va être un perso important de la série, qu'on revoit dans la saison et qu'on reverra dans la saison 2 très certainement. Bah oui. Alors il y a un truc qui est marrant aussi dans cet épisode-là, c'est que Ludwig Göransson continue à nous ravir, on va dire, de sa musique pour la série. Et justement, il y a toute cette idée de sanctuaire, de trucs qui pourraient justement convenir, un truc calme et tout. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait un petit arrangement justement du thème de Mandalorian, avec une guitare seule, tu sais, par exemple, un peu plus... Tu vois ce que je veux dire ? Attends, putain, je me perds dans ce que... Il a fait un arrangement en fait du thème de The Mandalorian avec une guitare acoustique qui rend un côté calme, mais ça reste exactement la même mélodie, mais avec un petit arrangement sympa qui correspond bien aux espérances présentées dans cet épisode-là. Et par contre, le défaut qui, à mon sens, même après un autre visionnage, reste, c'est ce côté, même si c'est bien fait, déjà vu de certaines scènes. Pour avoir revu l'épisode 17 de la saison 2 dont on parlait tout à l'heure, Bounty Hunter, c'est vrai que les villageois qui sont entraînés et qui aiguisent leurs fourches, ça a été vu et revu dans nombreuses séries SF, dans Star Wars. Voilà, après c'est une variante, une version. C'est une version live. Version live, voilà. On l'a vu en animation, maintenant on l'a vu en live, c'est bon. Voilà, donc maintenant. Est-ce qu'on le verra dans la série Kenobi ? Peut-être. Est-ce qu'il ira sur un village Oui. pour entraîner des villageois ? Les Tusken vont. Ah voilà, mais c'est ça, il va arriver sur une ferme, il va entraîner des fermiers à se défendre contre les Tusken, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, par contre, pour la défense de l'épisode de The Clone Wars, quand même, il était dédié à Akira Kurosawa, quand même. Ouais. Là, par contre... Ils auraient pu le dédier à Dave Filoni. Comme ça, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Après, c'est sûr, c'est un type d'histoire, on va dire, qu'on a déjà vu, notamment dans The Clone Wars, mais je trouve quand même que c'est un peu cliché. Enfin, c'est un grand mot, un cliché, mais c'est quand même sympa à regarder. Je trouve que c'est quand même assez bien, par exemple, quand tu vois deux héros qui aident des gens normaux à combattre une menace qui les dérange. Tu vois, je trouve que c'est un type d'histoire que je trouve sympa à suivre quand même, même si bon, c'est classique, on va dire. Voilà. Mais malgré le fait que ce soit classique, c'est quand même bien fait. Et il y a un lot 4.
Il est trop Et il y a bien. un Lot 4, alors ça tout va bien, attends, mais c'est bon. Ils sont mieux faits là que ceux de Galaxy's Edge. Quand même. Ouais. Enfin, la peluche. Hein. Que la peluche. Mais là, c'est un vrai. Là, c'est un vrai. Mais il y en a pas un en plus en animatronique. Si, dans la boutique du Galaxy... Ah bah attends, en plus on le voit dans ma vidéo. Mais Bah, je mettrai une fiche. Hop. en fait, dans une boutique de peluche du Galaxy Edge, tu as une cage dans laquelle tu as un Lot 4 qui est en train de dormir, qui remue la queue. Ah, c'est ça, il me semblait bien. Il y Ouais. avait un Lot 4 quelque part dans Ouais. le parc. Ouais. Oui, et donc autre point qui était un peu effectivement décevant, après là qui est peut-être lié aussi quand même à des contraintes budgétaires. C'est vrai que les Klatooiniens et les scènes de combat de nuit, bah, après ils sont pas trop mis en avant. T'as l'impression qu'il y avait peut-être quoi, 2-3 costumes de Oh, il y en a un Barada. peu plus que ça quand même. Ouais, non, mais après, disons que on les voit pas trop. Bon, il y en a surtout un qui est mis en avant et ça fait un peu orc qui passe à l'attaque. Ouais. Voilà, bon, c'est. Après, hein, ils ont cette tronche là. Hein. Oui. Après, ils font vraiment. Si je me souviens bien, Barada est plus coloré, non? Oui, bah après, voilà, c'est leur tenue dans le Retour du Jedi qui sont plus colorées, plus typiques Star Wars. Là, c'est un Gris peu sur plus gris sur gris, passe-partout. Même dans Ouais. l'intro, hein, puisque là, c'est en plein Ouais. jour, mais. Ouais, dans l'intro, effectivement, on en voit le chef orc, le chef Urukai qui est bien mis en avant. Et effectivement, c'est vrai que la sobriété de la tenue fait que, bah, justement, c'est moins marqué Star Wars, moins Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. original. C'est pas faux, ouais. Et donc, après, toute la scène de fin de nuit fait qu'on voit moins les créatures. Ouais. Bon, ça, c'est toujours un peu dommage, mais après, ça c'est vrai, une série télé, entre guillemets, doit jongler avec des contraintes budgétaires qui sont pas les mêmes que pour un film. C'est Et certain. donc, voilà, tu perds un peu cet exotisme Hmm. et t'admires moins la beauté des fois des costumes, des maquillages, ce qui est un peu. des Après, fois un peu dommage. ce qui est rigolo, je trouve quand même, c'est que par rapport aux pirates Klatooiniens, Ouais. ils ont réussi à faire un truc où, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, il y a des cuves et dedans, il y a du liquide, Ouais. tu sais, une sorte de liquide un peu fluorescent. Mm. Et d'ailleurs, le truc, c'est que même quand ils en boivent, parce que c'est des trucs qu'ils boivent en fait, Ouais. tu vois leur verre et le liquide, lui, tu sais, en fait, ça fait de la lumière comme ça, un truc comme si c'était phosphorescent, quoi, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est un tout petit truc tout bête, en fait, mais c'est un petit détail comme ça, tu sais, où tu te dis vraiment, là, c'est une boisson alien. Hein, parce que tu te dis, voilà, ça, c'est un liquide que je connais pas, c'est un liquide alien. En général, l'eau, hein, ça fait pas de la lumière, donc... Tu vois, c'est juste un petit détail comme ça que j'ai trouvé marrant. C'est très certainement peut-être pour ça que eux sont planqués là. Enfin, ils les font de la contrebande peut-être de cet alcool. Ou... Est-ce que c'est de l'alcool, de la liqueur de crevettes? Peut-être. Ouais, parce que Et les deux trucs sont bleus quand même. Hein. les crevettes de début d'épisode sont bleues, donc en fait, ils sont peut-être là. Hein. Tout tourne autour de la crevette. Et en fait, c'était le truc important de l'épisode. Ouais. Fallait noter que les crevettes étaient bleues. Mm. Donc c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire par rapport à cet épisode, qu'on a trouvé relativement pas mal quand même, assez sympa à regarder, malgré le fait qu'il reste un peu classique dans sa forme de récit, on va dire, mais voilà, ça reste quand même d'une qualité assez sympa et dans la lignée quand même des 3 premiers épisodes. Voilà, hein, parce que clairement, c'est toujours un épisode de belle facture, avec, Ouais. comme tu l'as dit, toujours ce travail sur la musique, de beaux effets spéciaux, de belles images. Voilà, donc un peu plus effectivement convenu dans le déroulement de l'épisode, moins flamboyant que le précédent, mais toujours aussi plaisant à regarder. Ouais, voilà, on est assez d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode-là. J'espère donc que cette review du chapitre 4, donc de Sanctuary, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, donner votre avis sur l'épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la tribune de Coruscant et aussi... À The Max Rebo Collection, effectivement, il faut faire plaisir au petit Max. Voilà, c'est ça. Il faut vous abonner à sa chaîne si tout ce qui est figurines Star Wars, produits dérivés vous intéresse. Bon, ça maintenant vous le savez, c'est pas la première fois que tu passes, hein, donc tout le monde le sait maintenant. Oui. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont restés jusqu'au bout parce que ça va faire encore une longue vidéo tout ça. Même moi j'ai hésité à partir à un moment. Je me suis dit, oh, punaise, ça devient trop long. Ça devient trop long là. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de faire ces reviews avec toi, c'est toujours assez sympa.
Donc on se retrouve bientôt pour la review du chapitre 5. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, que la force soit avec vous. À très bientôt sur la tribune de Coruscant.